Mon propos est de reconstituer donc l'histoire et l'élaboration par Heidegger de la notion de constitution ontothéologique de la métaphysique, en essayant d'en dégager les attendus, les présupposés et naturellement aussi les limites. Dans l'introduction à sa conférence inaugurale, qu'est-ce que la métaphysique? Introduction publiée sous le titre Retour au fondement de la métaphysique. Heidegger part de la fameuse lettre préface rédigée par Descartes à l'occasion de la traduction française des Principia Philosophiae. Dans cette lettre, toute la philosophie, c'est une texte bien connu, toute la philosophie est comparée à un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc, toutes les autres sciences. Heidegger, donc, en partant de ce texte, s'interroge en feignant de prendre au pied de la lettre l'image cartésienne de l'arbre. Heidegger demande sur quoi repose et d'où se dresse la métaphysique. Qu'est-ce que la métaphysique, envisagée à partir de son fond? Qu'est-ce que la métaphysique en général, absolument parlant, est dans son fond? Si la métaphysique, événement fondateur de l'humanité européenne, a une dimension destinale, comment cette métaphysique donc se détermine-t-elle de manière unitaire et dans son fond? La réponse de Heidegger est bien connue. Ce qui caractérise la métaphysique, c'est l'ontothéologische Verfassung, la constitution ontothéologique, selon l'intitulé de la conférence de 1957. Conférence qui était d'abord, ce n'est pas tout à fait insignifiant, qui était d'abord l'exposé conclusif d'un séminaire consacré à Hegel et à la Wissenschaft der Logik. La différence de l'être et de l'étant, pose Heidegger dans ce texte, la différence de l'être et de l'étant définit le secteur à l'intérieur duquel la métaphysique, la pensée occidentale, dans la totalité de son déploiement essentiel, peut être ce qu'elle est. Heidegger, pour souligner la continuité de son propre itinéraire, évoque à ce moment-là la leçon inaugurale dont j'ai déjà parlé de 1929. Dans ma leçon inaugurale, écrit-il, la métaphysique a été définie comme la question visant l'être comme tel et dans son tout, comme tel et dans son tout, la totalité de ce tout et l'unité de l'étant, laquelle unité unit en sa qualité de fond producteur, hervorbringender Grund. Avant de poursuivre, je cite à nouveau, pour qui sait lire, donc dès la conférence inaugurale de 29, pour qui sait lire, cette remarque signifie « la métaphysique est une ontothéologie ». Le caractère ontothéologique de la métaphysique est devenu pour la pensée un point digne de question, non pas en raison d'un quelconque athéisme, mais à cause de l'expérience faite par la pensée elle-même, à laquelle s'est dévoilée dans cette structure ontothéologique l'unité encore impensée de l'essence de la métaphysique. Voilà qui est suffisant pour mon point de départ. Aujourd'hui, l'ontothéologie doit être pensée comme la structure unitaire, comme l'unité encore non pensée de l'essence de la métaphysique, pour Heidegger. Cette essence de la métaphysique, dont Heidegger déclarait aussi dans l'essai intitulé Überwindung der Metaphysik, dépassement, surmontement de la métaphysique, dont Heidegger déclarait cette essence de la métaphysique, qu'elle est une fatalité, une unique fatalité, mais peut-être aussi la fatalité nécessaire de l'Occident. Das notwendige Vereignis des Abendlandes. C'est là un motif que l'introduction à la leçon inaugurale avait déjà formulé dans les termes suivants, je cite, « En tant que vérité de l'étant comme tel, la métaphysique est zwigestaltig. Elle a une double figure, elle est dimorphe, si vous me permettez le néologisme. Le fondement de ce dimorphisme, tout autant que sa provenance,
échappent à la métaphysique, et cela non pas par le fait du hasard ou en raison d'une simple négligence. La métaphysique présente ce dimorphisme, ce double caractère, par cela même qu'elle est ce qu'elle est, à savoir la représentation de l'étant en tant qu'étant. La métaphysique, poursuivait Heidegger, n'a pas le choix. Der Metaphysik bleibt keine Wahl. Face à une thèse aussi, une thèse, thésie, dans la traduction, face à une thèse aussi massive, historico-doctrinale, je voudrais documenter et argumenter une question très simple, un peu impertinente et, je l'espère, philologiquement fondée. Non pas la question de savoir, c'est la question heideggerienne, d'où vient le Dieu et comment entre-t-il dans la philosophie, mais beaucoup plus modestement, d'où vient dans le corpus heideggerien la notion même d'ontothéologie. En d'autres termes, je voudrais reprendre de manière non emphatique et même trivialisante la question formulée par Heidegger dans son essai de Identité et différence, la question d'où provient la constitution ontothéologique essentielle à la métaphysique. Une telle détermination structurale est-elle originale? Première question. Cette détermination présente surtout, me semble-t-il, une description très partielle et étroite de la métaphysique, historiquement et philologiquement marquée. Pour commencer à le comprendre, il est utile sans doute de reconduire à l'origine tout à fait définie de cette formulation constitution ontothéologique, à savoir, me semble-t-il, au débat qui est engagé entre Paul Nator et Werner Jaeger dans les années 1888-1923. Je crois qu'il faut rendre hommage à Nator pour avoir été un des premiers à rompre franchement avec toute tentative d'interprétation unitaire et systématique de la métaphysique d'Aristote. Celle-ci, note Jaeger, au seuil d'un célèbre article de 1888, donc Thema und Disposition der aristotelischen Metaphysik. Celle-ci, la métaphysique, se présente à nous, soulignait Nator, comme un torso, un fragment, si défiguré et si lacunaire qu'il exclut absolument l'idée de toute reconstruction d'un édifice complet selon un plan d'ensemble qui nous fait entièrement défaut. Pour Nator, les livres alpha, bêta, gamma de la métaphysique forment une introduction à la science de la substance en général, dont traitent les livres souvent qualifiés d'ousiologiques, zeta, eta, theta, qui portent en effet sur la substance sensible, tandis que les livres lambda, mu et nu portent sur la substance suprasensible. Le premier résultat de cette tripartition un peu violente par ailleurs, proposée par Nator, c'est de faire ressortir l'incompatibilité entre différentes orientations aristotéliciennes dans ce que nous appelons la métaphysique, ta metaphysica biblia. Ce qui induit la tentative ultérieure, mais désespérée, des commentateurs, aux yeux de Nator, de réconcilier ou d'unifier ces différentes orientations, en particulier dans le chapitre 1 du livre Epsilon de la métaphysique. Nator s'attache donc à mettre en évidence ce qu'il considère comme une contradiction insupportable entre la Protephilosophia, entendue tantôt comme une Grundwissenschaft, il parle aussi de Fundamentalwissenschaft, comme science fondamentale de l'étant comme tel, ou dit-il encore de l'objet, et tantôt comme la science d'une région déterminée de l'étant. Voilà la tension, la contradiction insupportable. L'horizon général de l'interprétation de Nator est évidemment néo-kantien. C'est l'horizon de la philosophie transcendantale, centrée sur la question de la connaissance et de ses conditions de possibilité. La philosophie transcendantale a pris, si on peut dire, le relais de la philosophia transcendentalis des anciens, on parlait encore Kant, ce qui revient aussi à mettre l'accent, pour Nator, sur la metaphysica generalis au détriment de la metaphysica specialis.
Je cite un peu longuement un passage de Nator. D'après notre interprétation, l'explication de la tripartition des sciences théorétiques, qu'on trouve en métaphysique epsilon 1, aura pour résultat que la science philosophique fondamentale, c'est-à-dire à ses yeux la proté-philosophia, sera d'un côté celle qui traite de l'état en général, mais aussi, ou plutôt par là même, celle qui a pour objet particulier un domaine déterminé de l'étang, à savoir ce domaine de l'étang immuable et immatériel. Il semble que, jusqu'à maintenant, poursuit Nator, on ne se soit pas assez clairement aperçu que cette conception ambiguë ou à double sens de la tâche de la proté-philosophia impliquait une contradiction insupportable, le terme est très fort, und leidlicher Widerspruch, une contradiction insupportable puisque l'on aplos ou eon et l'on ti kai genos ti sont des termes qui, dit-il, s'excluent mutuellement. Une science qui traite de l'état en général et comme telle doit en effet être surordonnée, übergeordnet, doit être surordonnée à toutes celles qui traitent d'un domaine particulier de l'être. Elle ne peut pas en même temps être identique avec l'une de ces sciences particulières, fût-elle la plus importante et la science éminente. Il est donc impossible, conclut Nator, que la proté-philosophia soit d'un côté la science générale ou universelle, fondatrice pour toutes les autres sciences, et qu'elle soit d'un autre côté, ou plutôt que d'un autre côté, elle ne doit faire qu'un avec la science de l'être immatériel, immuable, en tant que genre le plus éminent de l'être, peri onti kai genos ti. Encore une. La contradiction dont Nator s'étonne qu'on n'y ait pas davantage été sensible dans l'histoire de la tradition du commentarisme de la métaphysique, cette contradiction ressort d'autant plus clairement que le projet même de la science tel qu'il est formulé canoniquement en métaphysique gamma 1, ce projet est reformulé par Nator en termes kantiens, que je cite, avec encore une grande violence. Il s'agit, dit Nator, dans cette science, donc, de ce qu'il y a de plus général et de plus abstrait, dans ce qui peut, en général, être l'objet d'une investigation scientifique. Cet objet le plus haut, parce que le plus universel et le plus abstrait, c'est, comme nous l'avons appris de métaphysique gamma 1, le concept général de l'objet, le concept fondamental de l'objet en général, Gegenstand überhaupt. Car c'est ainsi qu'on devrait rendre, à travers une expression kantienne, la formulation aristotélicienne to, on, et on. Traduction violente, n'est-ce pas, de to, on et on par der Gegenstand überhaupt. Nator ne réduit pas la proté-philosophia à la théologie, comme je crois on peut le faire, mais je laisse ce point de côté, mais il distingue dans les différentes acceptions de l'adjectif proton, proté-philosophia, une acception qu'il tient pour proprement aristotélicienne, selon laquelle, par exemple, et je cite, selon laquelle la proté-philosophia traite de l'ousia en général, et, synonymiquement, elle traite de la proté-ousia, c'est-à-dire, à nouveau, du concept fondamental de l'ousia elle-même. À l'inverse, la physique est sophia tis, mais non pas proté, car elle traite seulement de enti kai genos ti, ou encore enti genos tu ontos, à savoir du sensible et de l'être changeant selon la kinésis. Ayant ainsi accentué la tension entre ces deux orientations de l'enquête aristotélicienne, Nator précuse donc toute identification de la proté-épistémé avec une timiotate épistémé, la science la plus noble, ayant pour objet le timiotaton genos, ce serait le divin, mais encore et très logiquement, il considère comme une interpolation la fin du chapitre 1 du livre Epsilon, qui assignait à la Grundwissenschaft non seulement comme objet l'on aplos kai et on, mais encore onti kai genosti, ce genre fut-il timiotaton, theiotaton.
Et Aristote disait dans ce passage, qu'encore une fois, Nator considère comme interpolé, hein, kai ten timiotaten epistemen, dei perito timiotaton genos, nu einai. Certes, on rencontre à plusieurs reprises dans le livre Kappa de la métaphysique l'expression philosophia prote ou prote episteme pour désigner la science de l'être en tant qu'être. En Kappa 7, on trouve même la tournure tout à fait insolite, puisqu'il existe une science de l'être en tant qu'être et en tant que séparé, tu ontos et on kai Aristote. Nous devons, poursuit le texte, s'il faut examiner, s'il faut admettre que cette science est la même que la physique, ou si elle n'est pas plutôt différente. C'est également en Kappa 7 qu'est posée la question assez étrange, parce qu'elle reprend en l'inversant la question d'Epsilon 1, la question qui demande si la science de l'être en tant qu'être doit être considérée ou non comme une science universelle. On sait que Jäger, en inaugurant une lecture génétique du corpus aristotélicien, essaiera de lever différemment la contradiction insupportable qu'avait mise en évidence Nator. Sans entrer ici dans le détail de l'évolution d'Aristote reconstituée par Jäger, je veux souligner que Jäger ne remet pas lui non plus fondamentalement en question le point de départ de Nator. Il discerne dans la métaphysique d'Aristote deux inspirations différentes, deux déductions tenues pour incompatibles du concept de métaphysique, entendu soit comme science de l'être immobile et transcendant, soit comme science de l'être en tant qu'être. Conceptions qui, pour Nator, n'ont pu procéder d'un seul et même mouvement de pensée, d'où sa fameuse hypothèse génétique que vous connaissez et qui conduit à distinguer une cour métaphysique encore platonicienne et une ontologie générale ultérieure. Ce qui fait difficulté pour Jäger comme pour Nator, donc ce sont les passages dans lesquels Aristote aurait essayé après coup de se tirer d'embarras, de se tirer d'affaire, de sortir de l'affaire Verlegenheit, la porie si l'on veut, dont on parlait hier je crois, super, essayer de se tirer d'affaire pour fondre ensemble les deux conceptions en réalité antagonistes. Deux mouvements de pensée différents sont ici emboîtés l'un dans l'autre, dira Jäger, à propos de la fin difficile donc du chapitre 1 du livre Epsilon. Si à ma connaissance, je reviens à Heidegger, si à ma connaissance, Heidegger n'a jamais discuté explicitement les deux articles de Nator, il s'est en revanche à plusieurs reprises exprimé de manière très critique à l'endroit de la tentative de reconstruction génétique de Jäger. Mais je pense qu'il est cependant permis de faire apparaître, plus qu'une filiation directe, dans l'élaboration heideggerienne de la métaphysique, dans sa constitution ontothéologique, par rapport à l'état de la question magistralement dégagé par Nator et par Jäger. Certes, Heidegger ne souscrit à aucune des thèses de ces deux auteurs, Nator et Jäger. Son coup de génie, si l'on peut dire, son coup de génie, qui est aussi un coup de force, consiste plutôt à hypostasier en solution le problème posé différemment par chacun des deux auteurs, Nator et Jäger. La question n'est plus pour Heidegger de savoir si et comment Aristote a réussi à se tirer d'affaire, à se sortir de l'embarras induit par le télescopage de deux conceptions différentes et chronologiquement distinctes de la métaphysique, mais plutôt son propos est de reconnaître dans cet embarras lui-même, dans cette Verlegenheit, un élément central et constitutif de l'investigation métaphysique comme telle. Cette solution heideggerienne fait voler en éclats toute distinction d'un Aristote encore platonicien, celui de lourd métaphysique, et d'un Aristote plus mûr, celui de l'ontologie, élaboré au fil conducteur de l'examen des acceptions multiples de l'être. Hypostasier ainsi le problème en solution devenait possible pour Heidegger à deux conditions, me semble-t-il. Premièrement, c'est là, si on veut encore son coup de génie dont je parlais il y a un instant,
Premièrement, en esquissant une lecture temporelle du vocabulaire ontologique fondamental, autrement dit, en faisant apparaître sous l'horizon du temps la compréhension ontologique ou préontologique de la philosophie grecque en général. L'indice le plus clair de cette nouvelle optique est la traduction régulièrement proposée par Heidegger dès les années de Marbourg du terme ousia, non pas par essence ou par substance, mais par Anwesenheit, le présent, la présence, la présenteté. La theoria perites ousias devient ainsi la recherche d'une instance susceptible d'assurer et d'exemplifier une présence constante, Beständigkeit. Ce qui revient à dire aussi, et là encore Heidegger repère un déplacement considérable par rapport aux présupposés néo-kantiens de Natter et de Jäger, ce qui revient à dire aussi qu'il est possible de reconduire la double orientation ou la disjonction bien marquée par Natter et par Jäger à l'être lui-même, ou plus exactement à sa manière, à la modalité dont l'être ou l'étant se montre, se manifeste, se dit, Legetai, dans sa duplicité ou dans son pli, Zwiefalt. Il ne s'agit plus de deux conceptions différentes, n'est-ce pas, qui auraient constitué comme un embarras ou une aporie pour Aristote, mais il s'agit d'un trait constitutif de l'être lui-même, ou de la conception aristotélicienne, ou grecque en général, de l'être lui-même. Deuxième présupposé de la démarche heideggerienne, qui consiste à réintroduire et à renouveler un schéma interprétatif canonique qu'il ne reconnaît absolument pas comme tel et qui est celui, j'espère avoir l'occasion de le montrer, de la scolastique latine médiévale du XIIIe siècle et en particulier de Thomas d'Aquin, ou peut-être mieux encore, non pas tant de Thomas que de l'école thomiste. J'y reviendrai en conclusion si j'ai le temps. La première formulation complète et explicite de la constitution ontothéologique de la métaphysique dans le corpus heideggerien apparaît dans un cours consacré à la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Là encore, ce n'est pas insignifiant, mais je laisse ça de côté. Mais on rencontre déjà thématisé cette constitution, cette idée d'un double concept, d'un concept dédoublé, dans un cours de 1928. Heidegger entend suivre Aristote, qui définit lui-même son entreprise métaphysique, à la fois, croit pouvoir dire Heidegger, Aristote qui définit son entreprise à la fois comme proté-philosophia et dit-il comme théologia. Alors évidemment, Aristote ne parle pas de théologia, pas du tout en ce sens-là, mais bien de théologique épistémé. Proté-philosophia d'un côté, théologique épistémé de l'autre. En examinant ce concept aristotélicien, pseudo-aristotélicien, je laisse de côté ce point de philosophie, Heidegger propose un raccourci assez extraordinaire au prix d'un audacieux télescopage de textes qui sont hétérogènes. Voilà le résumé, si j'ose dire, heideggerien. C'est ce qu'atteste la caractérisation aristotélicienne de la philosophie, en gamma 1, estin epistemetis et theoreito bon eon kaita tuto uparkonta kat auto. Il y a une science qui s'enquiert de l'étang et de ce qui lui appartient en tant que tel. Aristote nomme cette science philosophia prote. Philosophie première, c'est-à-dire philosophie de ce qui est premier, philosophie en première ligne et au sens propre. Heidegger semble comprendre le texte ici comme si Aristote parlait de philosophia curia, de ce qui est philosophie au premier chef, ou encore kurios. Aristote, note-t-il encore, répète cette caractérisation en epsilon 1, quand il écrit kai perituontos eon totes epistemes aneiet theoresai kai ti estin kaita uparkonta eon. À cette science devrait échoir la tâche suivante, au sujet de l'étang, et dans la mesure où il est tel, faire des recherches et mettre en lumière ce qu'il est dans cette optique et ce qui lui appartient en tant que tel. C'est donc la proté-philosophia qui est en quête de to on et on, pour Heidegger lisant Aristote. C'est à titre de science de l'être, science qui n'envisage l'étang qu'eu égard à son être,
que la philosophia est première, c'est-à-dire du premier, de l'instance qui est protone. Immédiatement après avoir accentué la pente ontologique de la philosophie en son versant propre ou originel, Aristote met Heidegger, pardonnez-moi, met en relief l'autre versant théologique, et il écrit « Mais en même temps, zugleich, mais en même temps, Aristote parle de la philosophie proprement dite à titre de théologicae philosophia ». Aristote ne parle jamais de théologicae philosophia, mais passons. Cette dernière, la philosophie théologique, se rapporte, poursuit Heidegger, aux aitia tois phanerois ton theion, avec un oméga, au fondement de ce qu'il y a de souverain, tel qu'il s'annonce en l'étant manifeste. Et il poursuit, en glosant donc, alors il est clair en effet que si le divin est présent quelque part, il le sera dans une nature de ce genre. Il appartient à la science la plus noble de traiter du genre le plus noble. La science la plus éminente doit nécessairement être science de ce qu'il y a de plus éminent, à savoir du premier. Aristote parle simplement de timiotaton genos. Heidegger, qui fait de cette proposition le pivot de son interprétation, commente ainsi avec un pathos appuyé le theion, l'étant purement et simplement, das Sein de schlechthin, le ciel, ce qui embrasse et prédomine, ce sous quoi et contre quoi nous sommes jetés, ce par quoi nous sommes pris, à savoir le souverain. Je saute ici jusqu'à la page 10, vado alla pagina 10 della traduzione, ultimo capo di linea. Lorsque Heidegger évoque ainsi l'être suprême, le protone, l'instance souveraine, lorsque Heidegger évoque ainsi l'être suprême que celui qui, mieux et que les autres, correspond à l'idée d'être, et qu'il interprète le moteur immobile au nombre des causes premières de l'être en tant qu'être, c'est-à-dire comme être par essence, esse ipsum, il suit en réalité la scolastique thomiste, ce qu'a indiqué aussi hier M. Berthe. Pour Aristote, en effet, le premier moteur ne saurait être considéré comme être par essence ou esse ipsum, puisqu'il est essentiellement par la pensée et comme pensée, noésis. D'ailleurs, Aristote rejette lui-même explicitement en métaphysique bêta l'idée qu'il attribue à Platon d'un étant ou d'une ousia qui aurait pour essence d'être, M. Berti y a encore fait allusion hier, c'est-à-dire d'un étant qui serait l'être même, auto to on, esse ipsum. Le Dieu d'Aristote est certes le premier d'entre tous les moteurs immobiles, par là il est en un sens le premier d'entre les étangs, to proton, tone, on tone, mais il n'est pas pour autant l'être par excellence, ipsum esse subsistens. Son essence n'est pas l'être, qui d'ailleurs ne saurait être l'essence ou la propriété ou sia de quoi que ce soit. Le texte était commenté par M. Berthe. Car il se dit, to on, être, dans des sens multiples. S'agissant du premier, du protone, son essence est la pensée, noésis. Dans le cas du premier moteur immobile, qui n'a rien au-dessus de lui à quoi penser, il est pensé de la pensée, noésis, noéséos. La pensée n'est pas non plus la forme pure et simple du proprement être, mais simplement, si l'on ose dire, la forme la plus haute de la vie, c'est-à-dire de l'activité énergie. Il me semble qu'on peut dégager un double présupposé de la mise en perspective heideggerienne. L'idée d'une science de l'être comme telle, qui est en vérité une idée de tradition avicéniste et scotiste, et parallèlement, la structuration, cette fois qu'on pourra dire ontothéologique, orientée sur l'exemplarité d'un étant proprement dit, sur lequel lire le sens de l'être, mais il faut ajouter que cette structure ontothéologique n'a été élaborée qu'à l'occasion de ce que Ludger Hohnefelder, le grand historien allemand qui a écrit un très beau livre sur Suarez,
de la scolastique tardive, à l'occasion de ce que Ludger Hohnefelder a bien caractérisé dans plusieurs articles et dans un livre, comme ce qu'il appelle le second commencement de la métaphysique au XIIIe et au début du XIVe siècle. Tout se passe ici un peu comme si comme si Heidegger, disons, repliait ce second commencement, XIIIe, XIVe, sur les Grecs et sur Aristote. Le premier est présupposé, à savoir le projet d'une science de l'être pris comme tel et dans son indifférence par rapport à tout étant régionalement déterminé. Ce projet est parfaitement reconnu par Heidegger et il est même magistralement exposé par lui. Mais justement, dans son écrit d'habilitation, dans son Habilitationsschrift consacré à Duns Scotus. Duns Scotus a mis en évidence, en effet, ce que l'on pourrait nommer la priorité d'une appréhension précatégoriale de l'objet ou de l'objectivité quand nous prenons en vue quoi que ce soit d'objectif sans que son caractère de réalité effective n'ait encore été déterminé. Aliquid indifferens concipimus, disait Scott. L'un signifie ainsi prioritairement l'ensemble de la sphère de l'objet en général. Il est comme la catégorie des catégories, ce qui, à titre de maximé stimulé, ne signifie d'abord rien d'autre que la condition de possibilité de toute connaissance objective en général. Voilà le premier présupposé qui pèse sur l'interprétation heideggerienne de la structure ontothéologique. Pour illustrer le second présupposé, le processus d'exemplification qui supporte la structuration ontothéologique, je me bornerai de renvoyer à un passage tout à fait remarquable des Questiones Metaphysicae de Gilles de Rome, Egidius Romanus, comme on dit plutôt, je crois, en Italie. Egidius Romanus, il aborde la question classique, dans ses questions métaphysiques, donc, il aborde la question classique sous la forme qui a été fixée au moins depuis Avicenne, la question de la détermination du sujet de la métaphysique, en distinguant différentes acceptions du terme de subjectum. Celui-ci peut s'entendre, en effet, disait Egidius, pro eo dequo principaliter intenditur in scientia, au sens de ce qui est visé principalement dans une science donnée, au sens de son objet ultime, de sa fin dernière. Selon cette première acception du terme, encore une fois, subjectum, on pourrait être tenté, poursuit Egidius Romanus, on pourrait être tenté de soutenir que Dieu est le véritable sujet de la métaphysique. Quoniam in ista, metaphysica, principaliter intenditur de Deo. Mais, poursuit-il, le subjectum peut s'entendre également pro eo quod subse continet omniaque determinantur in scientia. Et c'est cette acception qui constitue, d'après Gilles de Rome, l'acception propre, et sic accipitur subjectum proprié. Pour atténuer la tension entre ces deux acceptions presque contradictoires du subjectum, il importe d'introduire une seconde distinction, ce que fait Gilles de Rome. Il ne faut pas confondre, en effet, précise-t-il, le sujet principal d'une science, subjectum principale, en tant qu'il est principale perse et primo, et le sujet qui n'est considéré comme tel que secondairement et par voie de conséquence, le subjectum principale ex consequenti. Autrement dit encore, le sujet principal peut s'entendre lui-même principalitaire, tel qu'il est par soi au principe de la science considérée. Dans le cas présent, il s'agit de l'ens in quentum ens, mais le sujet peut s'entendre aussi comme secondairement premier ou comme principal ex consequenti, à savoir Deus. La conséquence, la secondarité, n'implique aucune dépréciation, puisqu'au contraire, comme le montre encore Gilles de Rome, le sujet principal qui n'est pas tel perse et primo, mais seulement ex consequenti, peut fort bien être ce en quoi se manifeste le plus évidemment la vérité du subjectum principaliter principale. J'espère que vous suivez cette distinction un peu subtile de Gilles de Rome.
Je cite la traduction, je traduis Gilles. S'il y avait par exemple une science, voilà l'illustration la plus parfaite, qui est déjà d'ailleurs qui a une longue histoire, mais je laisse à côté. S'il y avait par exemple une science qui traitât de l'animal en tant que tel, l'animal serait le sujet principal et premier de cette science. Mais, comme la nature ou l'essence de l'animal ressort davantage et mieux dans l'homme, magis et verius salvatur innomine, mieux dans l'homme que dans tout autre être contenu sous le nom d'animal, si l'on me demandait quel est le sujet de cette science, qui traite de l'animal, donc, je répondrais que l'homme en est le sujet principal. Non pas, certes, par soi et premièrement principal, puisque c'est l'animal, mais principal ex consequenti, puisque c'est en lui, en l'homme, que se manifeste le mieux la vérité de la nature du sujet premier, principal et par soi, à savoir l'animalité. Gilles en tire la conclusion qui s'impose. J'affirme de même qu'en métaphysique, l'ens inquentum ens est le sujet principaliter per se et primo. Mais, puisque la ratio entis se manifeste en vérité davantage en Dieu que dans quelque autre étant, quia ratio entis melius et verius salvatur in Deo quam in aliquo ente, j'affirme aussi que Dieu est le sujet principal de la science. Voilà bien une détermination strictement ontothéologique de la métaphysique, dont les attendus sont si déterminés pourtant qu'on hésitera avant d'en faire la constitution de la métaphysique comme telle, dans son impensé, comme destin ou fatalité, disait Heidegger, vous vous souvenez, nous n'avons pas le choix, la métaphysique n'a pas le choix, comme destin ou fatalité de toute la philosophie occidentale. J'ai presque terminé. Si l'on accepte, comme je le suggère ici, donc de relativiser, de contextualiser, en un mot d'historiciser, la détermination heideggerienne de la métaphysique comme ontothéologie, quitte à limiter donc son point d'application pertinente à une école très déterminée de la scolastique latine, et à laisser de côté la pseudo-unité platonico-aristotélicienne et l'ensemble du commentarisme antique, comme le fait Heidegger, la question demeure de savoir dans quelle mesure cette critique affecte aussi le point central de l'analyse heideggerienne. À savoir, la métaphysique ne pose pas la question de l'être, elle vise les temps en totalité quand elle parle de l'être, elle confond en permanence l'être et les temps, sans jamais prendre en vue la différence comme telle, comme différence. Le point décisif, aux yeux de Heidegger, réside ici dans la mise en garde contre toute tentation de rabattre la différence ontologique sur la distinction métaphysique, à ses yeux, de l'ens et de l'esse. Là encore, la solidité de cette différenciation entre différence ontologique et différence métaphysique semble assez directement liée à la construction d'un concept finalement très étroit de la métaphysique comme ontothéologie, chez Heidegger, encore une fois, la métaphysique comme ontothéologie caractérisée par l'oubli de l'être et par la non-thématisation de l'être comme tel, au profit de la seule considération de l'être de l'étant, de l'étant envisagé comme étantité présente, si on peut parler ainsi, Seiendheit, Anwesenheit. L'opposition de la différence ontologique et de la différence métaphysique pourrait bien alors, elle aussi, résulter de la construction d'un concept étroit et historiquement surdéterminé de la métaphysique, par Heidegger. Concept qui exclut complètement, comme on l'a souvent noté, je pense ici notamment aux remarquables travaux de Werner Bayer-Waltens ou en France de Pierre Hadot, concept qui exclut complètement toute la tradition néoplatonicienne qui va de Plotin et Proclus au moins jusqu'à Nicolas de Cuse. C'est aussi dans cette tradition qu'est attesté pour la première fois, semble-t-il, dans un fragment du commentaire au Parménide, qu'on peut sans doute, avec Pierre Hadot, attribuer à Porphyre, mais peu importe. C'est dans cette tradition néoplatonisante, néoplatonicienne, qu'on trouve une distinction tranchée, pour la première fois, entre l'être, to einai,
égale à Energein et Toon. Si l'on veut continuer de penser avec, mais aussi après et contre Heidegger, je crois qu'il importe d'examiner donc de manière historico-critique, comme j'ai essayé de le faire ici, la construction de son concept de métaphysique. Il importe d'élargir résolument et de différencier le concept de la métaphysique prétendue et de renoncer, pour commencer, à toute idée d'une unité destinale, historiale de la constitution ontothéologique. De manière plus générale, je crois qu'il importe de critiquer la violence, pour le coup non féconde, de la dimension dans la pensée de Heidegger de ce que mon regretté ami Dominique Janicot avait nommé son historialisme destinal. Élargir le concept de la métaphysique au-delà de l'ontothéologie, cela pourrait donc signifier concrètement élaborer à nouveau frais un concept assez vaste et différencié de la métaphysique ou des métaphysiques, pour y intégrer des auteurs qui, dans la tradition néoplatonicienne notamment, se sont attachés à penser l'un au-delà de l'être, se sont attachés à penser l'altérité comme telle, alteritas non aliud, à penser l'être lui-même dans sa verbalité. La traduction, je crois, est fautive ici, il faut dire l'être come verbo, nella sua verbalità, si è possibile in italiano. Penser l'être donc dans sa verbalité, comme einai ou energein kataron, to energein kataron, dans la formule de l'anonyme de Turin. C'est seulement alors qu'on pourra aussi, peut-être, avec et contre Heidegger, demeurer fidèle au programme du pas en arrière de la métaphysique, Schritt zurück, qui vise à libérer le propos de la pensée ou son affaire, à savoir saisir l'être comme différence, comme distinction, disait par exemple Meister Eckhart, et encore après lui Nicolas de Cluse, sans rompre arbitrairement le dialogue avec la tradition, que nous ouvrent aussi, me semble-t-il, modestement, l'histoire et la philologie. Je vous remercie.